Le dossier 4 concerne une femme âgée de 44 ans qui consulte pour une première prise en charge de son diabète. Dans ses antécédents, on note un diabète gestationnel et des facteurs de risque cardiovasculaire puisque son père a eu un syndrome coronarien à l'âge de 40 ans, qu'elle présente manifestement une hypertension artérielle avec 2 prises de tension au-dessus des normes. Et sur le bilan, on voit effectivement une glycémie à jeun au-dessus d'1,26 g puisqu'elle est à 2,10 g et un LDL cholestérol à 2 g avec un HDL qui est bas. Un régime adapté a été mis en place pendant 6 mois. Pouvez-vous détailler la cotation du test au monofilament ? Donc effectivement, là dans l'énoncé, on vous dit que le test au monofilament est à 5 sur 5. Le test au monofilament, il a été proposé plusieurs façons de faire le test au monofilament. Certains préconisent 6 prises, d'autres 5, d'autres 9. Là, je vous en ai mis 5. En fait, il s'agit, grâce au monofilament, de tester les zones d'appui. Donc au niveau du pied, donc ça, ma main représente le pied, donc au niveau du talon, au niveau des têtes des métas, donc là, sur le test A5, vous faites le premier et le 5e méta. Et puis, au niveau des orteils, donc au test A5, le premier et le 2e orteil. Vous pouvez le faire à 9, ça veut dire qu'on fait tous les orteils, 3 méta et le talon. Et 5 sur 5 veut dire que le monofilament est parfaitement perçu. Donc à la question, on vous demande de quel type de diabète il s'agit et de justifier votre réponse évidemment. Je vous rappelle qu'il existe 2 principaux types de diabète, le type 1 et le type 2, mais qu'il existe aussi plusieurs diabètes secondaires. Dans les diabètes secondaires, vous avez les diabètes d'origine pancréatique, la pancréatite chronique calcifiante, l'hémochromatose, le cancer du pancréas, la pancréatectomie, la mucoviscidose, les diabètes d'origine hépatique avec principalement la cirrhose, les diabètes secondaires à des médicaments, les corticoïdes, les neuroleptiques principalement, les diabètes endocriniens, donc secondaires à l'acromégalie, au syndrome de Cushing et plus rarement au phéochromocytome. Ça, c'est les principales étiologies qu'il faut connaître. Vous avez aussi les diabètes monogéniques qu'on appelle les diabètes MODY, M-O-D-Y, et d'autres diabètes génétiques qui sont beaucoup plus rares. À votre niveau, c'est les étiologies de diabète qu'il faut connaître. Dans cet énoncé, on a plusieurs arguments pour un diabète plutôt de type 2. Elle présente un syndrome métabolique avec une obésité androïde puisqu'on vous dit que le tour de taille est à 112 cm. Donc l'association de l'obésité androïde, de l'hypertension artérielle et d'un HDL bas sont des arguments pour un syndrome métabolique dans lequel les troubles de la tolérance au glucose vont rentrer. L'antécédent de diabète gestationnel, je vous rappelle que la physiopathologie du diabète de type 2 et du diabète gestationnel sont les mêmes. Dans le diabète gestationnel, on a une insulinorésistance qui est secondaire aux sécrétions endocriniennes du placenta et une carence en insuline relative. Il se passe la même chose dans le diabète de type 2, sauf que l'insulinorésistance est secondaire à une surcharge graisseuse du foie, des muscles, etc. On ne retrouve pas d'amaigrissement, donc ça c'est plutôt pour dire que ça n'est pas en faveur d'un diabète de type 1. Dans le diabète de type 1, vous avez souvent un syndrome polyuropolydipsique, une perte de poids. La découverte est fortuite. D'accord, le diabète de type 2 se diagnostique très souvent de manière fortuite sur un bilan systématique. Et enfin, le diagnostic a été fait à l'âge de 44 ans, ce qui est plutôt l'âge de diagnostic du diabète de type 2. La question 2 vous demande donc quel bilan complémentaire faites-vous, tant sur le plan biologique que radiologique. Donc, l'objectif de ce bilan va être de faire le diagnostic étiologique du diabète, le diagnostic de ce déséquilibre. Donc, dans le diagnostic de ce déséquilibre, on fait une numération formule sanguine, une CRP, un électrocardiogramme, puisque l'infarctus peut déséquilibrer un diabète. Ensuite, on fera le bilan des complications. Pour faire le bilan des complications, on fait un bilan rénal, urée, créate, ionogramme sanguin, une bandelette urinaire. Si la bandelette urinaire est positive, une protéinurie des 24 heures. Si la bandelette urinaire est négative, une microalbuminurie des 24 heures. L'examen neurologique a été fait et sur le plan cardiovasculaire, à part l'électrocardiogramme et l'examen clinique, on ne fera rien à la découverte du diabète. Ces examens seront faits plus tard au cours de l'évolution et du suivi. On fera ensuite le bilan de la sévérité entre guillemets du diabète avec le dosage de l'hémoglobine glyquée et le bilan du terrain avec le bilan lipidique complet, exploration d'une anomalie lipidique qui va comporter le dosage des triglycérides, du cholestérol total, du HDL et le calcul du LDL cholestérol.
Il faut avant tout ça évidemment faire un contrôle de la glycémie à jeun, car je vous rappelle qu'il faut 2 glycémies à jeun pour confirmer le diagnostic, mais dans son cas, elle a une glycémie à plus de 2 grammes, mais on ne vous parle pas de symptômes dans l'énoncé. Une seule glycémie à 2 grammes avec des symptômes d'hyperglycémie qui sont le syndrome polyurépolydylipique et la perte de poids suffisent à poser le diagnostic de diabète. Enfin, dans le reste des complications, il va falloir faire évidemment un fond d'œil à la recherche de la rétinopathie diabétique. Et dans ce contexte un peu particulier, comme elle parle de dyspnée, une échographie cardiaque, une radio de thorax, et comme elle présente une hypothyroïdie, le dosage de la TSH. La question 3 vous demande quelle va être votre prise en charge thérapeutique et la surveillance de ces différents traitements. Je vous rappelle qu'elle a déjà eu 6 mois de régime, a priori adapté et que sa glycémie est toujours mal contrôlée. Il va donc falloir introduire un traitement. Le traitement de première intention dans le cadre du diabète de type 2 est le traitement par biguanide, dont le seul représentant est la metformine, actuellement commercialisée en France et dans le monde. Tout ça sous réserve d'une clairance suffisamment élevée. Actuellement, on accepte une clairance jusqu'à 30 ml/min pour prescrire de la metformine. Ceci va être associé à un régime adapté, donc on vérifie la bonne compréhension du régime qui a été prescrit par le médecin traitant. Ce régime va comporter une diminution des apports caloriques de maximum 30%. Elle est en surpoids, on va essayer de lui faire perdre du poids. À ça, on associe un équilibre alimentaire, donc 50% de glucides, 30% de lipides et 20% de protéines. Diminuer les apports en alcool, lutter contre les troubles du comportement alimentaire. Et la troisième chose indispensable dans la prise en charge du diabète, c'est de favoriser une activité physique régulière, l'activité physique diminuant l'insulinorésistance. L'idée là, c'est de ne pas prendre en charge seulement le diabète, mais aussi les autres facteurs de risque cardiovasculaire, l'hypercholestérolémie. Elle a eu un régime qui est dit adapté pendant 6 mois et le LDL cholestérol est largement au-dessus des objectifs puisqu'il est à 2 grammes par litre. Il convient donc d'ajouter un traitement par statine. Enfin, elle présente une hypertension artérielle et il faut donc introduire d'emblée un traitement. Je vous rappelle que chez les patients diabétiques, dès le diagnostic de l'hypertension artérielle qui doit être confirmé par 2 prises, on introduit un traitement. Avec le traitement de première intention de l'hypertension artérielle chez le patient diabétique est un traitement par inhibiteur du système rénine-angiotensine, IEC ou ARA2, auquel s'associe un régime hyposodé. Enfin, il y a des recommandations très récentes sur la prise des antiagrégants plaquettaires dans la prévention primaire cardiovasculaire. Et notre patiente ici qui présente un diabète de type 2 et 3 facteurs de risque cardiovasculaire, puisqu'elle a un HDL bas, un LDL cholestérol, une hypertension artérielle et d'ailleurs un 4e facteur de risque cardiovasculaire qui sont les antécédents familiaux. Elle a donc une indication à un antiagrégant plaquettaire. Le traitement initial du diabète comporte-t-il toujours 6 mois de régime, quels que soient les facteurs de risque cardiovasculaire du patient ? Donc ça, c'est une très bonne question. Il y a des nouvelles recommandations qui sont sorties en début d'année, qui sont des recommandations internationales qui ont été adoptées par la Société française de diabétologie. Les dernières recommandations dataient de 2006, c'était beaucoup plus simple pour les étudiants de l'ECN puisqu'elles étaient très précises et qu'elles disaient exactement à quel niveau il faut ajouter des traitements. Maintenant, les recommandations sont plus de s'adapter aux patients. Donc ici, c'était facile, on vous disait, elle a eu 6 mois de régime, donc vous étiez sûr de commencer par un traitement. En pratique, ces nouvelles recommandations sont beaucoup plus adaptées au quotidien des endocrinologues et des diabétologues, puisqu'effectivement, un patient qui a déjà fait les mesures hygiéno-diététiques de manière correcte, on va ajouter un traitement d'emblée, alors que si vous avez un patient qui vient pour un diagnostic de diabète et qui, a priori, n'a pas un régime catastrophique, on va d'emblée commencer un traitement, alors que s'il vient avec un régime à 4000 kcal, 3 litres de boisson sucrée par jour, on sait qu'on a une marge thérapeutique au niveau des mesures hygiéno-diététiques avant de commencer sur les médicaments. De la même façon, dans les nouvelles recommandations, il est dit qu'il faut regarder la glycémie, le niveau de glycémie. Si vous avez une hémoglobine glyquée à 7-7,5%, on peut essayer uniquement des mesures hygiéno-diététiques. Si l'hémoglobine glyquée est à 9-10%, c'est utopique de penser que les mesures hygiéno-diététiques permettront de faire baisser l'hémoglobine glyquée en dessous de 7%. À la question 4, on vous demande la surveillance pour l'année qui vient.
Donc il s'agit du bilan annuel du diabétique de type 2. Je vous rappelle que le diabétique de type 2 doit voir son médecin traitant tous les 3 mois et un diabétologue au moins une fois par an. Au niveau clinique, on va prendre le poids, la pression artérielle, rechercher les pouls périphériques et les souffles vasculaires, faire un examen des pieds attentif avec un test au monofilament et rechercher des signes fonctionnels de coronaropathie, donc bloc-nez, angor, dyspnée à l'effort, d'artériopathie, les claudications, ou de neuropathie avec des paresthésies et des douleurs des membres inférieurs nocturnes. Sur le plan paraclinique, on va 1. Évaluer l'équilibre du diabète avec une hémoglobine glyquée, 2. Évaluer le retentissement du diabète avec le dépistage de la néphropathie diabétique, urée, créate, microalbuminurie, la recherche de la rétinopathie diabétique avec un fond d'œil. La recherche de la neuropathie diabétique se fait uniquement cliniquement, on ne fait jamais d'électromyogramme chez les patients diabétiques. Et 3, la recherche de la cardiopathie et de la maladie vasculaire par une épreuve d'effort en présence d'une symptomatologie selon les facteurs de risque cardiovasculaire et des dopplers artériels, tronc supraortique et membre inférieur. Enfin, on va faire un bilan lipidique 1 à 2 fois par an pour s'assurer qu'on contrôle les facteurs de risque cardiovasculaire. À la question 5, on vous dit qu'elle revient vous voir quelques années plus tard avec une fonction rénale à 140 ml/min et une microalbuminurie pathologique, un équilibre glycémique qui n'est pas optimal et un bilan lipidique qui n'est toujours pas normal. Le diagnostic néphrologique est une néphropathie diabétique incipiente, le stade 3 de la néphropathie diabétique, puisqu'on n'a pas d'insuffisance rénale, mais on a une microalbuminurie pathologique. Qu'appelle-t-on hyperfiltration glomérulaire? L'hyperfiltration glomérulaire est définie ici par une clairance de la créatinine à plus de 120 ml/min. Une clairance normale est située entre 90 et 120 ml/min. Au cours de la néphropathie diabétique, il y a plusieurs stades. Le premier stade est au moment du diagnostic de la maladie, lorsque l'hyperglycémie est très élevée, on va avoir une hyperfiltration glomérulaire secondaire à l'hyperglycémie, sans microalbuminurie, voire avec une petite microalbuminurie. Le stade suivant, on va avoir une normalisation de la filtration glomérulaire, une disparition de la microalbuminurie, puis va apparaître une microalbuminurie pathologique avec une filtration glomérulaire qui est soit élevée, soit normale. Et c'est au passage à la macroprotéinurie qu'on va commencer à avoir une diminution de la fonction, la fonction rénale jusqu'à arriver à l'insuffisance rénale. Donc la question 6 vous demande quel traitement instaurer. À ce niveau, la prise en charge peut être poursuivie en ambulatoire. On a un contrôle tensionnel, glycémique et lipidique qui est insuffisant. Donc première chose, on s'assure toujours que les mesures hygiéno-diététiques sont comprises et respectées. Donc le régime, l'activité physique. Puis on va ajouter au traitement actuel qui comporte seulement un biguanide un autre traitement. Les nouvelles recommandations qui sont parues cette année ne spécifient pas de médicaments de deuxième intention dans la prise en charge du diabète. La metformine est le médicament de première intention. Ensuite, on peut ajouter n'importe quel médicament parmi les sulfamides, les glinides, les inhibiteurs de BP4, le GLP1, voire même l'insuline. Ça c'est pour le diabète. On va majorer le traitement de l'hypertension en ajoutant un autre traitement antihypertenseur, de préférence un thiazidique qui a une bonne efficacité, mais on pourrait tout à fait ajouter un bêta-bloquant ou un inhibiteur calcique. Enfin, pour contrôler le bilan lipidique, soit on majore la dose de statine si on n'est pas encore à la dose maximale, soit on peut ajouter un inhibiteur de l'absorption du cholestérol, les étémib. À la question 7, on vous dit qu'elle revient vous voir donc 7 ans plus tard, cette fois-ci, avec une clairance estimée à 29 ml/min, une protéinurie à 4 grammes par litre. L'albuminémie est à 19 grammes par litre. Elle a une pression artérielle qui est normale, un équilibre glycémique qui est à peu près correct puisque l'hémoglobine glyquée est à 7%. Le diagnostic syndromique actuel rénal est donc un syndrome néphrotique puisque la protéinurie des 24 heures est supérieure à 3 grammes par 24 heures avec une protéidémie inférieure à 60 grammes par litre et une albuminémie inférieure à 30 grammes par litre. À cela s'associe la clinique, les œdèmes des membres inférieurs, l'œdème du visage, la prise de poids récente. Ce syndrome néphrotique est impur puisqu'il est associé à une insuffisance rénale qui est désormais sévère.
Je vous rappelle que dans le diabète de type 2, le syndrome néphrotique est toujours impur puisque avec l'apparition de la macroprotéinurie, apparaît aussi une hypertension artérielle qui est très difficilement contrôlable. Donc quand on arrive au stade de syndrome néphrotique, il existe toujours une hypertension artérielle qui est secondaire à la pathologie rénale. Donc le syndrome néphrotique au cours du diabète est toujours un syndrome néphrotique impur. À la question 8, on vous demande quel examen complémentaire il faut réaliser pour s'assurer que c'est bien une maladie secondaire au diabète et quel traitement on va instaurer. Je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas d'indication là, dans ce dossier, à faire une ponction de biopsie rénale qui serait plus délétère que bénéfique pour la patiente. Elle a de fortes probabilités que ce syndrome néphrotique soit secondaire à la néphropathie diabétique. En revanche, cela ne nous épargne pas les autres bilans à faire avant la ponction rénale dans le diagnostic étiologique d'un syndrome néphrotique. Il faut donc réaliser une électrophorèse des protéines plasmatiques et urinaires, un ionogramme urinaire, un dosage des ANCA ou en tout cas surtout un ECBU pour rechercher une hématurie, mais je crois qu'on vous disait qu'il n'y avait pas d'hématurie, les facteurs antinucléaires, les sérologies VHB, VHC, VIH qui peuvent être à l'origine d'une gemme et d'un syndrome néphrotique. Là on est face à une insuffisance rénale qui n'existait pas avant, donc il va falloir évidemment faire une échographie rénale pour rechercher un syndrome obstructif et un Doppler des artères rénales à la recherche d'une sténose bilatérale des artères rénales. Le traitement va être initié cette fois-ci en hospitalisation. Il va comporter un traitement anticoagulant par une héparine non fractionnée puisqu'on a une insuffisance rénale, donc les HBPM sont contre-indiqués. Ce traitement est indiqué car l'albuminémie est inférieure à 20 grammes par litre. Le repos ELI et les diurétiques de Lens vont permettre de contrôler le syndrome œdémateux. On va arrêter les antidiabétiques oraux puisqu'on est face à une insuffisance rénale et tous les antidiabétiques oraux sont contre-indiqués dans l'insuffisance rénale sévère en dehors des glinides, le Novonorm qui peut être encore donné. Et donc on va mettre soit du Novonorm et de l'insuline, soit juste de l'insuline. On va majorer le traitement par IEC-ARA2 avec pour objectif de diminuer au maximum la protéinurie et de contrôler au mieux la tension artérielle. Tous les autres traitements vont pouvoir être poursuivis, la statine, les autres antihypertenseurs. Et on va commencer à préparer le patient à la dialyse puisque chez les patients diabétiques, la dialyse va être commencée dès les 15 millilitres minutes. Quelles sont les indications de PBR devant une insuffisance rénale chez un diabétique ? La PBR chez le diabétique, et d'ailleurs dans tous les cas, n'a pas d'indication dans l'insuffisance rénale, mais surtout dans la présence d'un syndrome néphrotique. Quand on est face à un syndrome néphrotique chez le patient diabétique, on va se poser la question, est-ce qu'on est face à une néphropathie diabétique ? Je vous rappelle que pour avoir une néphropathie diabétique, il faut avoir une rétinopathie diabétique. 100% des patients diabétiques à 30 ans d'évolution ont une rétinopathie diabétique, alors qu'il existe des facteurs protecteurs contre la néphropathie diabétique. La rétinopathie diabétique est un bon reflet de l'ancienneté du diabète et de l'équilibre du diabète. Donc il y a toujours une rétinopathie diabétique quand il y a une néphropathie diabétique. L'insuffisance rénale peut par contre, chez le diabétique de type 2, être secondaire à une néphroangiosclérose. Donc lorsque le syndrome néphrotique et l'histoire de la pathologie rénale est atypique, lorsque vous avez une hématurie, lorsque l'insuffisance rénale est rapidement progressive, lorsqu'elle est associée avec une sérologie VHB, VHC, VIH positive, lorsque vous avez des facteurs antinucléaires, il y a une indication à faire une PBR. Lorsque tous ces éléments sont négatifs, pas d'hématurie, les sérologies sont normales, pas de pic monoclonal à électrophorèse, pas de facteurs antinucléaires, une histoire qui est passée par la néphropathie incipiente avec une hypertension artérielle associée, il n'y a pas d'indication à faire une PBR.